On évoque fréquemment les progrès du populisme en ce début du XXIe siècle, mais qu'est-ce que le populisme, la souveraineté populaire et la nation? On parle de ces notions avec l'invité du grand angle, l'historien Pascal Ory. Bonjour Pascal Ory. Bonjour. Alors vous publiez Peuple souverain dans la collection Débat, le débat chez Gallimard, sous-titré De la révolution populaire à la radicalité populiste. Alors c'est très difficile d'abord de vous présenter en quelques mots. Vous avez beaucoup écrit sur la France du XXe siècle, sur son histoire politique, sociale, culturelle et même gastronomique, sur l'occupation aussi, que vous avez appelée d'ailleurs la France allemande, dans le titre d'un de vos livres, et encore dans un tout autre domaine sur la jouissance provoquée chez vous, je pense, par une sculpture du Bernin, c'est dans une église de Rome. Et puis aujourd'hui, donc, vous consacrez ce livre très dense à la vaste question du populisme. Et avant d'essayer de définir cette notion de populisme, ces différentes formes de droite, de gauche, son rapport au peuple et à la nation, pourquoi, Pascal Ory, ce livre aujourd'hui, en 2017 ? Parce que, comme vous l'avez rappelé, j'ai travaillé quand même sur des périodes assez denses de l'histoire française, comme la période de l'occupation, où j'ai vu gouverner une forme de populisme avec des convergences entre extrême droite et extrême gauche qui me paraissent participer du génie du populisme, aujourd'hui comme il y a 50 ou 100 ans. Et justement, au début de votre livre, vous faites un parallèle qui en a surpris quelques-uns entre Lénine, le révolutionnaire de 1917, et l'élection de Donald Trump en 2016. Alors, quels seraient les points communs? C'est la surprise de l'arrivée au pouvoir, le rejet des élites, la propagande utilisée par l'un et l'autre? Je précise tout de suite deux points. Je les ai rapprochés parce que le hasard du calendrier, mais est-ce un hasard, fait que Trump, on le sait, a été élu un 8 novembre, mais Lénine a officiellement pris le pouvoir un 8 novembre, 99 ans avant. D'accord. Et le lien que j'établis, c'est que Lénine n'est pas du tout un populiste pour moi. Lénine, c'est le représentant de la gauche radicale. Mais l'échec qui résume à peu près le XXe siècle, 75 ans, entre 1914 et 1989, ça c'est le court XXe siècle, je crois que c'est ça le XXe siècle, c'est marqué par beaucoup de choses, la décolonisation, etc., mais surtout par l'échec, j'allais dire, de Lénine, c'est-à-dire d'une gauche radicale. Et du coup, dans ce vide, le populisme redresse la tête. Alors, si Lénine n'est pas populiste, est-ce que Trump l'est par contre? Est-ce que Trump est un populiste? Tout à fait. C'est une variété, je dirais, très américaine. Le fait que, par exemple, le leader charismatique, ou supposait-elle, soit un entrepreneur, c'est très différent du tribun que pouvait être Mussolini, le général Boulanger ou le général Péronne. On voit bien que de l'eau a coulé sous les ponts, et puis ça dépend des génies nationaux. Mais fondamentalement, c'est bien sûr un populiste. Alors, votre livre est divisé en 3 grands chapitres, populisme, radicalité, catastrophe, on va en parler. D'abord, si vous deviez donner une définition du populisme, c'est pas facile à définir le populisme. C'est pas facile, donc je me jette à l'eau, on peut ne pas être d'accord avec moi. C'est pour moi une droite radicale, ou si on veut une extrême droite, enfin une droite radicale, dans un style de gauche radicale. Alors ça, c'est ce que vous apportez à la réflexion. Oui, parce que c'est clairement quelque chose qui va se situer à l'extrême droite de l'échiquier politique, dans les rapports de force, les alliances, etc. Ouais. Bon. Mais pour y parvenir, il lui faut des voix populaires, parfois même des transferts de dirigeants ou de militants de l'autre extrême, parce que c'est beaucoup plus facile de passer d'un extrême à l'autre, surtout de l'extrême gauche à l'extrême droite d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que c'est un style profondément de gauche radicale? Parce que c'est l'appel au peuple. Déjà, le général Boulanger en France, qui était déjà un leader populiste, sa définition c'était: je suis une partie de l'appel au peuple, la critique des élites, la préoccupation du social, et puis une conception fermée de la nation. Or, la nation qui vient de gauche, du coup, est rapatriée à l'extrême droite. Mais les valeurs sont les valeurs de la droite, fondamentalement, c'est-à-dire autoritaires, inégalitaires et, d'une certaine façon, vitalistes. Donc, se réclamer du peuple, ça ne suffit pas? Non, mais c'est fondamental dans des pays, c'est-à-dire tous les pays du monde qui se fondent sur la souveraineté populaire. Il y a une exception, à mon avis, il y a un pays dont le nom dit même que son rapport à la souveraineté populaire est très particulier, c'est l'Arabie saoudite. Parce qu'il a un nom d'ancien régime, au fond, alors que c'est un pays très récent, puisqu'il se réfère à une dynastie. Mais en dehors de ce cas-là... Et l'État islamique, évidemment, qui est moribond. Oui, et même encore, à la rigueur. Mais prenez par exemple l'Iran. L'Iran n'est absolument pas dans cette perspective de négation de la souveraineté populaire. Quand vous lisez le préambule de la constitution iranienne, je ne sais pas si ça arrive tous les jours. Vous l'avez fait? Je l'ai fait, bah oui, je l'ai fait, parce que je me suis dit, sur quoi se fonde-t-il? Eh bien, il y a le verdict du peuple, et même le pourcentage de voix obtenues au référendum fondateur de la République. On est vraiment dans une perspective, mais grosso modo, c'est pas très original, de la Corée du Nord à la Suède, tout le monde se fonde sur la souveraineté populaire. Le problème, c'est de savoir ce qu'on fait dire au peuple. Oui, et qu'est-ce que c'est cette souveraineté populaire? C'est quoi la souveraineté populaire? Vous savez, c'est la fiction utile sur laquelle se fonde la modernité. Avant, qu'est-ce que vous aviez comme logique? Dieu, la lignée, la communauté.
par exemple les cités grecques. Et puis, au XVIIIe siècle, pour simplifier, entre fin XVIIe, début XIXe, vous avez cette invention extraordinaire. Le peuple est souverain. Et c'est toute la différence, par exemple, en France, entre le roi de France et le roi des Français. Oui, ça c'est 1830. Ah, ça commence même avant. Louis XVI, quand on va lui couper la tête ou quand il est renversé, il est déjà roi des Français depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Alors vous avez dit, c'est une fiction utile, vous avez bien prononcé le mot fiction. Donc la souveraineté populaire, pour vous, c'est une fiction. Mais ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que qui pourrait dire « je suis le peuple » J'entends même parfois, de temps à autre, les médias, je suis désolé, si je suis historien, c'est que je suis fils de journaliste. Mais j'entends dire parfois, vous avez prolongé le travail. Le peuple de tel pays, c'était très clair au moment des révolutions arabes. Le peuple tunisien est dans la rue. Mais jamais un peuple n'est dans la rue. Vous avez une avant-garde, vous avez éventuellement, comme dans le cas de la France en 2015, vous avez 4 millions de personnes dans la rue, mais c'est jamais le peuple, c'est jamais la totalité du peuple. Donc, le peuple, c'est ce au nom de quoi je gouverne, we the people. C'est ça. Une question qui est souvent posée, est-ce qu'il y a un populisme de droite et un populisme de gauche? D'après ma définition, non. Il y a des éléments de gauche. Benito Mussolini vient de l'extrême gauche pour devenir le grand leader de l'extrême droite, mais fondamentalement, ça se situe à l'extrême droite. Continuons sur l'exemple de Mussolini. Il est vraiment le grand leader de la gauche radicale. Quand il bascule en 1914... De la gauche radicale. De la gauche radicale, c'est-à-dire de ce qu'il y a plus à gauche à l'époque. C'est l'aile gauche du Parti socialiste, il n'y a pas encore de Parti communiste. C'est un leader charismatique. C'est vraiment le grand leader de la gauche radicale. Il bascule dès octobre 14 en créant un journal qui va inspirer plus tard le Parti fasciste, mais on est 5 ans avant le vrai fascisme, qui s'appelle Le Peuple d'Italie. C'est-à-dire Mussolini retire dans sa doctrine le prolétariat et met à la place la nation, le peuple, et ça fonctionne. Mussolini, c'est l'incarnation parfaite de votre théorie. En tous les cas, c'est une grande réussite de populisme. J'entends réussite pour arriver au pouvoir, parce que, comme vous l'avez dit, tout ça se termine en catastrophe. Alors, avant de parler de la catastrophe, vous avez quand même provoqué pas mal de remous en France, justement à propos de Mussolini, puisque vous avez comparé il y a quelques semaines sur France Inter, je crois, la radio France Inter, vous aviez qualifié le dirigeant fasciste Mussolini de Mélenchon de 1914. Oui, et je pense que comme il était un peu tôt, peut-être à ce moment-là à l'écoute, certains ont zappé sur 1914. D'accord. Donc certains ont cru que vous compariez Mélenchon à Mussolini. Oui. Premièrement, j'ai l'impression que dans mes souvenirs, je ne cite même pas Jean-Luc Mélenchon une seule fois dans mon livre. Simplement, ce que je voulais montrer, c'est que conformément à cette définition, suivant laquelle il y a une convergence, et que le style de gauche, ce n'est pas un petit vernis, c'est fondamental, il est évident que quand on a la migration d'un leader d'extrême gauche, qui est Mussolini, qui n'est pas Mélenchon, vers l'extrême droite, ça donne du tonus. Mussolini était entouré de syndicalistes révolutionnaires, de représentants de la gauche la plus radicale. Évidemment, la gauche radicale ne bascule pas à l'extrême droite, mais c'est indispensable dans beaucoup de cas pour que ça fonctionne. Ça s'est vérifié en France avec Doriot, ou même avec le général Boulanger. Il faut savoir que le général Boulanger, qu'on classe toujours à l'extrême droite, il avait des communards, d'anciens communards, c'était tout frais, la commune, autour de lui. Alors, le fascisme italien qu'on vient d'évoquer, ou le nazisme allemand, ce sont des versions radicales du populisme, on peut dire ça? Oui, et Trump serait une version relativement modérée. D'accord. Et ces versions radicales, selon vous, mènent nécessairement à la catastrophe? Nécessairement. C'est-à-dire, en tant qu'historien, je constate que par rapport à leurs objectifs, moi quand je dis échec ou catastrophe, c'est pas par rapport à mes jugements de valeur qui n'ont aucune importance en l'affaire, mais par rapport à leurs objectifs, aux objectifs de Mussolini, aux objectifs d'Hitler, aux objectifs de Doriot, etc., même de Perón, d'une certaine façon, ce n'est pas... en Argentine. Voilà, c'est clairement pas ce qui a été atteint. Et dans le cas de Mussolini et d'Hitler, c'est même une catastrophe intégrale. Mais alors, si les extrêmes se touchent, quelle place finalement dans votre système pour les centristes, pour les sociodémocrates? Ils disparaissent, ils sont... Non, les libéraux, les libéraux-démocrates, les sociodémocrates, les centristes, ce sont en général eux qui gouvernent au XXe siècle, quand on considère la majorité des pays de démocratie libérale, c'est-à-dire des pays qui acceptent l'affrontement électoral, en particulier entre partis. Évidemment, sous un régime de dictature, c'est tout à fait Macron, vous le situez dans cette... Ah oui, clairement. Alors, dans la conclusion du livre, vous dites « Rien n'interdit, je vous cite, de pronostiquer que les élites dominantes, métissées et libérales seront submergées par la coalition des dominés, ennemis de la liberté et du métissage ». Ça, c'est aussi une forme de catastrophe ou... Oui, c'est-à-dire que je pense que tout ce que peut dire un historien, par exemple, n'a pas beaucoup d'emprise sur le présent. Les sociétés sont dans le présent. L'historien n'est pas dans le passé, d'ailleurs, il est dans le temps. Et il est en train de dire, à cet instant même dans votre émission, ça
les histoires radicales se terminent mal en général. Bon. Mais une fois que je leur ai dit, les peuples, les fameux peuples, les classes populaires, comme les classes pas populaires d'ailleurs, se ferment les oreilles et voient leurs intérêts. Et si leurs intérêts aujourd'hui, regardez, à l'heure actuelle, la plus grande démocratie du monde, l'Inde, est gouverné par un parti populiste. Ouais. C'est le plus grand parti d'ailleurs du monde aussi. Le BJP qui est un parti nationaliste populiste. Le BJP de Modi en particulier. Donc les intérêts des peuples sont dans le contemporain, dans l'actualité, et ça les rend assez aveugles et sourds à ce qu'on peut leur dire. Pour conclure, je cite d'ailleurs encore une phrase à la fin du livre. Vous dites, je crois que c'est la dernière phrase du livre d'ailleurs, la réponse n'est pas dans les livres et le problème c'est qu'on enseigne l'histoire, mais que l'histoire n'enseigne rien. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit. Donc je renvoie à ce très beau livre, ce livre très dense, je le disais tout à l'heure, pour essayer de comprendre ces phénomènes donc, qui ont agité tout le XXe siècle et encore notre siècle, le XXIe. Donc Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste chez Gallimard. Merci beaucoup, Merci Pascal Horry, d'être venu en parler dans le 64.